Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver dans ces tranches info en direct de Médien TV. Ce soir, dans la rubrique Culture, Patricia Defever-Capferrer, cofondatrice et directrice des éditions Langage du Sud, est l'invitée de Hanan Harat. Elles reviennent sur deux ouvrages consacrés aux gares du monde et aux gares du Maroc. On y découvre l'histoire et l'évolution de nos gares, des plus patrimoniales aux plus modernes, en passant par les avant-gardistes. Dans le dossier du jour, Hanan Harat reçoit Hassan Al-Arafi, professeur de finances publiques à la faculté de droit de Rabat Agdal et ex-magistrat à la Cour des comptes. Il commente ce soir un rapport de la Cour des comptes publié le 28 novembre dernier sur le fonds d'appui à la cohésion sociale créé en 2012. Mais d'abord le journal, voici les principaux titres. À la une, cette cérémonie de lancement de 26 investissements industriels dans le secteur de l'automobile, présidée aujourd'hui à Casablanca par le roi Mohammed VI, des investissements d'une enveloppe globale de 13,78 milliards de dirhams. 5 documents ont été signés dans ce sens au Palais Royal sous la présidence du souverain. À Bruxelles, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rencontré aujourd'hui les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Pour la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini, la seule solution réaliste au conflit entre Israël et la Palestine est basée sur 2 États. Et puis au Mali, un grave incendie s'est déclenché au grand marché de Bamako dans la nuit d'hier. Il a réduit en cendres le contenu d'une centaine de boutiques estimées à plusieurs millions de francs CFA. Reportage de notre correspondant à Bamako. À suivre dans cette édition. On entame donc ce rendez-vous d'actualité au Maroc où le roi Mohammed VI a reçu aujourd'hui au Palais Royal à Casablanca le chef du gouvernement, le ministre de l'Intérieur et le premier président de la Cour des comptes, en présence de Fouad Ali-Himma, conseiller du souverain. À cette occasion, Driss Jetto a présenté au souverain un rapport comportant les conclusions des investigations menées par la Cour des comptes concernant l'évaluation de l'action des centres régionaux d'investissement, les CRI. Ces investigations ont permis de relever les anomalies qui empêchent ces centres de remplir leur mission. Ces conseils ont pu réaliser des résultats significatifs, notamment en rapport avec leur rôle dans la création d'entreprises, mais ils ont été moins performants en ce qui concerne l'accompagnement et l'aide aux investisseurs. Au vu des lacunes avérées du dispositif existant, le roi Mohammed VI a donné ses hautes instructions au chef du gouvernement afin d'œuvrer avec l'ensemble des secteurs concernés, avec la Cour des comptes aussi, en vue de soumettre ensuite à la très haute appréciation du souverain dans un délai ne dépassant pas 2 mois les propositions relatives à la réforme et à la mise à niveau des centres régionaux d'investissement. Objectif, avoir une plus grande efficacité. Le roi Mohammed VI a notamment mis l'accent sur la nécessité d'accorder une attention particulière aux petites et moyennes entreprises. Par la suite, le ministre de l'Intérieur a soumis au souverain les résultats des investigations menées par le ministère. Elles ont relevé des cas de manquement dans l'exercice de la responsabilité chez un certain nombre d'agents d'autorité de différents grades. Un wali, 6 gouverneurs, 6 secrétaires généraux, 28 pachas, chefs de cercle et chefs de district urbain, 122 qaïds et 17 khalifas. En application du principe constitutionnel de reddition des comptes, le ministre de l'Intérieur a soumis à l'appréciation royale différentes propositions de mesures disciplinaires à l'endroit des responsables concernés. Et à ce sujet, le roi Mohammed VI a donné ses hautes instructions pour prendre les mesures légales qui s'imposent. À Casablanca, le roi Mohammed VI a présidé ce lundi au Palais Royal la cérémonie de lancement de 26 investissements industriels dans le secteur de l'automobile. Il s'agit d'un montant global de 13,78 milliards de dirhams. 5 documents relatifs à ces investissements ont été signés au Palais Royal sous la présidence du roi Mohammed VI. C'est un récit signé à Nissa Haraou. 26 investissements pour un montant total de 13 milliards de dirhams. Une cérémonie officielle présidée par le roi Mohammed VI a donné le coup d'envoi de ces investissements. Parmi les 26 projets, 6 s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de l'écosystème Renault, qui développe une plateforme mondiale d'approvisionnement depuis le royaume. 13 investissements seront réalisés dans le cadre du développement PSA Peugeot. Grâce à la structuration de cet écosystème d'envergure, les 2 constructeurs s'approvisionnent actuellement en pièces usinées
à hauteur d'1 milliard d'euros par an à partir du Maroc et a atteint un taux d'intégration locale de 55%. Comme vous le savez, le secteur automobile s'est développé fortement ces dernières années, est devenu le premier secteur exportateur avec un taux d'intégration, c'est-à-dire que la partie de ces pièces qui sont fabriquées au Maroc a beaucoup évolué. Elle est passée à 37% de plus que ce qu'elle était il y a à peine 2 ans. Ces investissements s'inscrivent dans le plan d'accélération industrielle lancé en avril 2014. Aujourd'hui, les secteurs automobiles Peugeot et Renault ont permis la création de plus de 80 000 emplois, soit 90% de l'objectif à l'horizon 2020. Ils ont généré en 2016 un chiffre d'affaires à l'export de 60 milliards de dirhams, soit une hausse de 50% par rapport à 2014. Ces nouveaux investissements attestent du positionnement affirmé du secteur industriel du Royaume sur des activités à haute valeur ajoutée, ainsi que de la confiance d'opérateurs internationaux de renom dans le programme industriel national. L'actualité, c'est aussi la tournée européenne du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avant Bruxelles. Il était hier en France, 4 jours après l'onde de choc de la décision du président américain de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Le président français l'a appelé à faire des gestes courageux pour sortir de l'impasse justement les négociations de paix avec les Palestiniens. On revient sur la situation au Proche-Orient avec notre correspondante à Jérusalem, Valérie Ferron. Bonsoir. Bonsoir Manal. Alors dans ce contexte de regain de tension lié à la décision américaine, comment s'est déroulé ce week-end et cette journée sur le terrain ? Eh bien, comme les autres jours, durant tout le week-end et ce lundi, les Palestiniens ont continué à exprimer leur refus des décisions américaines de diverses manières, par des rassemblements dans les villes de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, et aussi par des activités, par exemple dans les écoles, notamment avec les petits, des activités de dessin. Les accrochages, eux, se sont poursuivis, faisant plus de 100 blessés au total entre la Cisjordanie et la bande de Gaza, où des jeunes par centaines se sont de nouveau approchés de la barrière qui entoure la bande de Gaza, alors qu'en Cisjordanie, des centaines de jeunes se sont approchés des positions de l'armée israélienne, les checkpoints en général, notamment près des universités de Tulkarem et de Birzeit, près de Ramallah. À Bethléem, une des villes où la situation est particulièrement tendue, les habitants ainsi que des représentants des factions étaient présents hier, place de la Mangeoire, près de la basilique de la Nativité, pour réaffirmer depuis cette ville qui s'apprête à célébrer Noël dans ce contexte très difficile, le refus total des Palestiniens, qu'ils soient bien sûr musulmans ou chrétiens, des positions américaines, et ils ont à nouveau exclu d'accueillir le vice-président américain le 19 décembre prochain, un sujet qui est au cœur de vifs échanges entre la direction palestinienne et l'administration Trump. Notons que dans cette même région de Bethléem, l'armée israélienne a mené toute une série de fouilles chez l'habitant et pris position sur le toit d'une maison dans un quartier résidentiel, accentuant encore donc la tension. Enfin, Manal, disons qu'à Jérusalem, un sit-in a encore eu lieu aujourd'hui sur les marches à la porte de Damas, à l'entrée de la vieille ville. Valérie, pour ce qui est de la tournée européenne de Benjamin Netanyahou, quelle réaction aujourd'hui du côté palestinien ? Alors vous savez, Manal, que le président palestinien était aujourd'hui au Caire, il va se rendre à Istanbul. Il n'y a pas donc eu de réaction directe, immédiate de qui que ce soit. Mais pour la direction palestinienne, il est clair que de toute façon, les déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et celles du président américain Donald Trump sont du copier-coller. L'OLP a publié une déclaration d'ailleurs aujourd'hui répondant donc indirectement aux Israéliens tout en étant adressée aux Américains et cette déclaration parle notamment des appels à reprendre les négociations en disant que la paix ne peut se faire en récompensant la puissance occupante israélienne et son annexion illégale de la partie occupée de Jérusalem depuis 1967. Le président Abbas au Caire ce matin a lui-même aussi dénoncé la falsification de l'histoire de la ville sainte. Le communiqué de l'OLP souligne par ailleurs que les décisions de Donald Trump concernant la ville sainte ont privé les Palestiniens de leur droit à discuter de l'avenir de la région, les États-Unis devenant le partenaire de l'occupant. Ces déclarations ont été faites également en réponse aux reproches adressés à la direction palestinienne par l'administration américaine concernant
son refus d'accueillir le vice-président américain Mike Pence à Bethléem, donc comme je l'ai dit en première partie, le 19 décembre prochain. Merci beaucoup Valérie Ferrand pour toutes ces explications. Et à Bruxelles, il joue la carte de la diplomatie. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rencontré aujourd'hui les ministres des Affaires étrangères de l'UE, 5 jours après la reconnaissance controversée par les États-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël. Pour la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini, la seule solution réaliste au conflit entre Israël et la Palestine est basée sur 2 États avec Jérusalem, comme je cite, capitale des 2 États. Anissa Haraou. Il est arrivé à Bruxelles avec la ferme intention de convaincre les chefs de la diplomatie des 28 pays européens. Pour Benjamin Netanyahou, la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël rend la paix possible. Samedi, il avait accusé l'Europe d'hypocrisie en ne dénonçant que la déclaration américaine, mais pas les tirs de roquettes sur Israël. Mais l'Union européenne ne l'entend pas ainsi. La chef de la diplomatie, Federica Mogherini, a une nouvelle fois pris ses distances avec la décision américaine qu'elle a condamnée à plusieurs reprises ces derniers jours. La seule solution réaliste au conflit entre Israël et la Palestine est basée sur 2 États avec Jérusalem comme capitale des 2 États suivant les frontières de 1967. Les relations entre Israël et l'Union européenne sont difficiles. L'Union européenne dénonce régulièrement la colonisation des territoires palestiniens et impose, par exemple, un étiquetage des produits provenant des implantations. À l'unisson, les autres chefs de la diplomatie de l'Union européenne ont dénoncé la décision unilatérale de Donald Trump en privilégiant une solution à 2 États. Donc je regrette la décision américaine parce que le sort de Jérusalem dépend d'une négociation entre les 2 parties. Ce sera peut-être un jour la capitale d'Israël et de la Palestine, mais ça doit être négocié entre les 2 parties. Donc on va reparler aujourd'hui de l'arrêt des colonisations, on va reparler des compensations que nous demandons pour les destructions d'un certain nombre d'infrastructures humanitaires, comme on va réexpliquer au Premier ministre que nous sommes aussi particulièrement opposés aux tirs de roquettes qui viennent de Gaza. Donc on essaie d'avoir une position très claire. La colonisation reste donc aux yeux des Européens l'un des principaux obstacles à la paix, alors que le gouvernement israélien a relancé en octobre des projets de construction de milliers de logements de colons en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est annexée. Cap sur les États-Unis, une légère explosion présentée comme une tentative d'attaque terroriste s'est produite aujourd'hui à Manhattan, au terminal d'une gare routière. C'était à l'heure de pointe et là où se croisent plusieurs lignes de métro. La police de New York a arrêté un suspect qui a été légèrement blessé. 3 passants ont été également blessés. Un kamikaze équipé d'une bombe artisanale et d'une batterie a déclenché son appareil explosif dans un tunnel de la gare routière. Le chef de la police de New York a lui fourni son identité. Il s'appelle Akayedullah et il est âgé de 27 ans. Il est originaire du Bangladesh et vit aux États-Unis depuis 7 ans. Sur le terrain syrien, la majeure partie du contingent militaire russe se retire. C'est ce qu'a ordonné ce lundi le président Vladimir Poutine. C'était lors d'une visite surprise sur la base russe de Khmeimim. Cette décision intervient quelques jours après l'annonce par Moscou de la libération totale du pays de l'emprise de Daesh. En revanche, la Russie garderait une présence dans le pays où sont concentrés les effectifs militaires russes. La base navale de Tartous restera également opérationnelle, selon Poutine. Voilà, c'est officiel. L'Égypte se dotera de sa première centrale nucléaire. Le Caire et Moscou ont signé aujourd'hui le contrat final pour la construction de cette centrale dans le nord du pays. Ce contrat, signé en présence des présidents Vladimir Poutine et de Abdel Fattah al-Sisi, vient entériner l'accord que les 2 pays ont trouvé. C'était en novembre 2015 pour bâtir dans la région de Daba 4 réacteurs. Le ministre égyptien de l'électricité, le patron du géant nucléaire russe, Rosatom, Alexei Likachev, ont signé l'accord final. Le projet devrait coûter environ 30 milliards de dollars.
Comment orienter la finance mondiale vers les investissements verts? C'est la question centrale du One Planet Summit qui se tiendra demain à Paris, 2 ans, jour pour jour, après l'adoption à la COP21 d'un pacte historique contre le réchauffement terrestre. Plusieurs dizaines de dirigeants seront donc de nouveau dans la capitale française pour tenter d'accélérer une action climatique encore insuffisante. Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement prennent part à l'événement et sachez que le roi Mohamed VI prendra aussi part demain à Paris à ce sommet mondial sur le climat One Planet Summit. Selon le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie, les travaux du sommet mondial sur le climat se tiendront donc demain mardi 12 décembre dans la capitale française. Zoom sur le cas de l'Afrique et la problématique du financement de la lutte contre le réchauffement climatique avec Elise Backel. Elle est chargée de mission au sein du Conseil mondial des affaires pour le développement durable. On l'écoute. Pour le continent africain, l'enjeu il est double. C'est mobiliser, attirer des financements privés pour développer tout ce qui est réduction des émissions de gaz à effet de serre. Tout le côté innovation, solutions innovantes, donc développer par exemple les énergies solaires, les transports sobres en carbone. Et ça, effectivement, le rôle du secteur privé est très important, mais aussi le rôle des banques multilatérales. Les pays développés se sont engagés à mobiliser au moins 100 milliards de dollars par an d'ici à 2020 pour à la fois la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation dans les pays en développement, donc y compris en Afrique. Maintenant, on n'a pas encore atteint cet objectif. Et on sait que l'addition va plutôt augmenter puisqu'on va aller plutôt vers les 300 milliards par an de coûts du fait des impacts du changement climatique, mais aussi de mobiliser les financements privés pour tout ce qui est innovation, développement des énergies solaires, des transports sobres en carbone, des nouvelles technologies aussi pour un développement sobre en carbone en Afrique. Retour au Maroc où le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations à Saad Eddine El Othmani, nouveau secrétaire général du Parti de la Justice et du Développement. Le souverain a exprimé ses sincères félicitations à El Othmani pour la confiance placée en sa personne par le 8e congrès national du parti. Saad Eddine El Othmani a été élu hier à Rabat. Il a obtenu 1006 voix contre 912 pour Driss El Azami sur un total de 1943 voix. El Othmani succède ainsi à Abdelilah Ben Kiren. Dans une allocution, le nouveau secrétaire général du PJD a plaidé pour la consolidation des rangs du parti. Objectif, bien se préparer pour les prochaines échéances. On écoute Saad Eddine El Othmani. Il est possible que l'on diverge sur certains détails au sein même du leadership du parti. Ceci est normal et cela existe dans tous les partis démocratiques du monde. Mais le soutien est généralisé et on pourra résoudre les problématiques en prenant les décisions adéquates en fonction des régulations de notre parti. En Afrique de l'Ouest, à présent, dans la nuit d'hier, un grave incendie s'est déclenché au grand marché de Bamako. Il a réduit en cendres le contenu d'une centaine de boutiques estimées à plusieurs millions de francs CFA. Au moment du passage de notre correspondant sur les lieux, les commerçants et les sapeurs-pompiers n'étaient pas encore venus à bout du feu voilà. Donc ensuite, le reportage de Mohamed Danyoko. Au grand marché de Bamako, dans sa partie appelée marché rose, c'est la désolation. Les commerçants qui viennent de tout perdre suite à l'incendie qui a ravagé leur commerce fondent en larmes. Ils sont consolés par des collègues. Aux côtés des sapeurs-pompiers qui sont à pied d'œuvre depuis le déclenchement des flammes à 3 h du matin, des volontaires munis de seaux aident à éteindre les derniers foyers. Depuis 4 h du matin environ, nous avons été alertés par nos collègues de la police suite à un feu au marché rouge. Donc, dès que l'alerte a été sonnée, nous avons engagé réellement tous les moyens se trouvant au niveau de Bamako, ainsi à la rive gauche qu'à la rive droite, l'engagement de tous les camions d'incendie au niveau du marché rouge de Bamako. Pratiquement ici, nous avons à peu près 400 de secours et 200 sont en alerte en cas pour venir en renfort. Dans des boutiques calcinées, des commerçants avec espoir tentent de sauver ce qui peut l'être encore sans grand succès. S'il n'y a heureusement pas eu de pertes en vies humaines, les dégâts matériels, eux, sont pour l'instant incalculables. Cette année 2017, ce sont 4 marchés de la capitale qui ont été victimes d'incendies. Les nombreuses enquêtes ouvertes jusque-là n'ont jamais situé les responsabilités sur leur origine. En attendant l'ouverture d'une énième enquête sur les causes de cet incendie, les commerçants, eux, appréhendent
des lendemains douloureux. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À suivre l'essentiel de l'actualité économique avec Oumey Masbila. Merci de rester avec nous.